Vous écoutez France Culture. Bonjour, le bien commun va revenir sur une expérience originale et audacieuse qui s'est tenue l'année dernière, celle d'organiser des rencontres entre des détenus et des victimes. Non pas leurs victimes, ce qui ne peut se faire que dans des conditions extrêmement encadrées comme lors d'un procès, non, entre des auteurs de faits graves et des victimes de faits équivalents. Quel bilan dresser de telles rencontres? Quels bénéfices chaque partie en a-t-elle retiré? Faut-il y voir une forme de réparation plus intime, plus longue, plus générale? C'est ce que nous allons voir avec une personne qui a participé à ces rencontres. Marie-Josée Bollet, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs et à quel titre vous participiez à ces rencontres? Voilà, donc je participais à ces rencontres en tant que victime, considérée comme victime, puisque ma fille Delphine a été assassinée en 1988. Et depuis, avec mon mari, nous avons créé l'association Aide aux parents d'enfants victimes et j'œuvre dans ce cadre-là. Mais ma participation aux rencontres était à titre personnel. C'est ça. Ces rencontres étaient organisées par l'INAVEM, qui est un organisme très connu qui travaille sur la médiation, avec l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice. Tout le monde était d'accord. Et comment se sont préparées ces rencontres ? Alors tout d'abord, ils ont contacté l'association en disant qu'ils recherchaient des victimes qui accepteraient de participer à ce genre de rencontres. Pour ma part, j'ai dit oui tout de suite, puisque moi j'y pensais depuis un certain nombre d'années déjà, puisque j'avais été au Canada et j'avais entendu parler de ces rencontres, ne sachant pas très bien comment ça se passait. Et puis, au fil du temps aussi, c'était pour moi comme aller au bout de quelque chose. Il fallait que je termine le processus judiciaire dans lequel nous avions été très présents, mon mari et moi, et c'était aller voir un peu de l'autre côté ce qui pouvait s'y passer. Et c'est ça, et c'est pour ça que ces rencontres ont commencé par une découverte de la prison, par une visite de la prison, du Voilà. lieu pénitentiaire. Alors pour la préparation des réunions en elles-mêmes, déjà nous avons eu un entretien préalable avec un membre de l'INAVEM et un animateur qui nous ont expliqué ce qu'étaient ces rencontres, comment elles allaient se passer, et ensuite pour leur exprimer nos besoins, nos attentes, nos craintes aussi, et aussi savoir si on souhaitait avoir un soutien psychologique pendant la durée que dureraient ces rencontres. Oui, vos craintes, parce que ça ne doit pas être évident, comme on dit aujourd'hui, de rencontrer des auteurs, même si ce n'est pas bien sûr. Voilà, se retrouver face à un criminel, c'est vrai que je le craignais un petit peu, tout en le voulant, puisque c'était une démarche tout à fait volontaire de la part de tous les participants à ces réunions. J'avais une crainte principale déjà, c'était de me sentir trop impliquée. Et je me dis, je vais essayer de persuader, je vais dialoguer avec quelqu'un en espérant pouvoir contribuer à la lutte contre la récidive. Et si en sortant de prison, j'apprenais qu'il avait recommencé, qu'est-ce que je ferais avec ça? Qu'est-ce que je ferais de ça? Et puis finalement, non. J'ai passé outre cette crainte-là. Et j'avais peur aussi que ces rencontres restent à un niveau superficiel, qu'on n'aille pas loin, que chacun parle de soi et qu'il n'y ait pas vraiment d'échange. Que ce soit des rencontres où chacun a son discours, mais qu'il n'y ait pas vraiment de rencontre. Ça, c'était une de mes craintes aussi. Oui, parce que j'imagine qu'il a fallu briser la glace. C'est quand même la rencontre entre des personnes qui ont énormément souffert et d'autres qui, même si, qui doivent assumer la responsabilité de ce qu'ils ont fait. Oui, c'est vrai que c'était deux mondes différents qui allaient, on espérait se rencontrer, mais qui auraient pu s'entrechoquer aussi, puisque c'était d'un côté les détenus et d'un côté les victimes. Et finalement, ça a été beaucoup plus simple que tout le monde le craignait. Et tout s'est passé lors de la première rencontre. Nous, les victimes, nous sommes entrés dans la salle qui était prévue pour nous. Et nous faisions bloc d'un côté de la table, encadrés par les animateurs et les représentants de la société civile.
et de manière à, je sais pas, à faire bloc. Et puis finalement, À se les rassurer. détenus, à se rassurer tout simplement, oui, certainement. Puisque tout le monde était tendu, même ceux qui n'étaient pas vraiment pas aussi partie prenante que nous. Et finalement, les détenus sont entrés dans la salle. Et là, c'était 3 jeunes hommes qui rentraient dans la salle, qui étaient aussi, enfin, au début, visage assez fermé, tendu, aussi tendus que nous, aussi inquiets. Et l'un d'eux a sans doute pris son courage à 2 mains et en souriant est venu vers nous et nous a tendu la main et on a serré les mains et voilà, tout simplement. Et après, vous avez parlé. Et après, on a parlé. Ce sont les victimes qui en premier se sont racontées. Je crois que c'était plus simple pour nous d'amorcer le dialogue. Ça n'a pas été facile. Ce moment-là n'a pas été facile pour les détenus non plus, puisque ce sont eux qui l'ont exprimé après en disant que pour eux, en voyant les ravages causés par ces actes, ils prenaient conscience vraiment de la souffrance qu'ils avaient infligée à leurs victimes et à leurs proches. Et ils ont même utilisé le terme notre souffrance, enfin la souffrance de nos victimes se concrétisait devant nous. C'est ça, elle prenait Voilà. corps au sens Voilà, propre du terme. elle prenait réalité en fait. Et c'était quelque chose qu'ils ont tendance évidemment à occulter. Et là, ils étaient face à cette réalité-là. Et je crois que ça a été une grande prise de conscience. Et réciproquement, nous, lorsque l'on a écouté leur récit, c'est nous qui avons pris conscience aussi de la souffrance qu'ils avaient infligée et des ravages causés dans leur propre famille. Puisqu'il ne faut pas se leurrer, il y a aussi des proches qui souffrent à cause de l'acte commis par l'un des leurs. Notamment des mères. Notamment des mères, oui. D'ailleurs, l'un d'eux nous avait dit que sa mère craignait beaucoup ces rencontres et croyait que ça allait le ravager. Donc les familles étaient inquiètes aussi de ce qui pouvait se passer dans de telles rencontres. Et pourquoi le ravager ? Parce qu'elle avait certainement peur. Enfin, il y a une image des victimes aussi, la victime vengeresse, la victime vindicative, et qui aurait pu, je ne sais pas, en rester sur une position et les considérer comme des monstres. Ce qui aurait pu réduire à néant tous les efforts qu'ils avaient pu faire pendant les longues années de prison. Et qu'ils avaient vraiment évolué. Parce que j'imagine que pour un détenu, pour l'auteur de faits aussi graves, ils doivent se protéger, ils doivent se carapacer un petit peu face à ce qu'ils ont fait, de façon à survivre, et puis après de pouvoir déposer progressivement la carapace. Oui, comme je vous dis, ils avaient de longues années de prison derrière eux, au moins 10 ans. Donc, et l'un d'eux nous a dit que tout ce temps avait été nécessaire pour qu'il accepte enfin de remettre en cause ce qu'il avait fait, de faire un travail sur lui-même, d'amorcer vraiment un travail sur lui-même. Et il nous a dit aussi, et pour survivre en prison, il faut se montrer dur. Et ça m'avait frappé parce que je me dis, donc ils se font vraiment une carapace pour vivre, tout simplement, sans avoir de moment où ils peuvent se laisser aller à leurs faiblesses, à leurs émotions, ce qu'ils ont fait durant ces rencontres. Il y en a l'un d'eux nous a dit, je ne m'étais pas laissé aller depuis mon procès, depuis la fin de mon procès. Imaginez, ça faisait 10 ans qu'il était en prison. Donc pendant 10 ans, il s'était refusé à toute émotion, émotion, c'est-à-dire se laisser pleurer parce que aussi bien par compassion envers sa victime que sur lui-même d'une certaine manière. Oui, c'est toujours les deux. Et voilà, les deux sont mêlés et ça aussi, il faut que la victime l'accepte. C'est que finalement, on s'est rendu compte que de leur souffrance aussi. Parce qu'on a tendance à dire ce sont des monstres, mais non, ils souffrent aussi. Et surtout, c'est vrai aussi que c'était des gens qui avaient commencé à faire un travail sur eux-mêmes. Et je ne crois pas que ce genre de rencontre peut se faire sans qu'il y ait eu ce travail. Aussi bien du côté de la victime que du côté des détenus. Il faut qu'on accepte de faire un chemin de rencontre. Et ça ne peut se faire que si on le veut et que si on a laissé passer un certain nombre d'années, je pense.
C'est ça, c'est un moment. C'est un moment Voilà. dans un parcours, aussi bien pour les victimes que pour les auteurs. Et est-ce que il y avait un détail, quoi, un détail dans le protocole qui avait été mis en place, il était prévu qu'il y aurait quelque chose qui serait remis. Voilà. Et on nous avait dit qu'à la fin de ces rencontres, donc il y avait une réunion de bilan où chacun allait dire ce que lui avait apporté ces rencontres. Et on devait remettre un petit cadeau symbolique, hein, un échange de cadeaux symboliques. Et j'avoue qu'au début, j'avais trouvé ça un petit peu puéril. On nous avait parlé de poèmes, on nous avait parlé de petites lettres. J'avais trouvé ça puéril et j'avais trouvé ça aussi peut-être personnel. Hein, je voulais ces rencontres, mais il fallait pas qu'il y ait un engagement trop personnel, puisque ça devait rester d'une manière quelque chose de clos, de fermé, dans une bulle fermée. Une fois la fin de ces rencontres, c'était terminé, point. On ne se rencontrait plus. On ne savait pas vraiment qui étaient les détenus. Ils ne savaient pas qui vraiment nous étions. Donc, il fallait que ça se termine. Et en voulant s'impliquer par une lettre ou quelque chose, si on va laisser une trace. Et puis, j'en avais discuté avec une autre victime qui pensait un peu comme moi. Et puis, au cours d'une des pauses, puisque nous avions des pauses de convivialité au cours de ces rencontres, hein, où on prenait un thé, un café, des petits gâteaux, et on discutait comme tout un chacun lors de toute pause. Et on discutait avec l'un des détenus. Et lui nous a dit ce qu'il mettait derrière ce cadeau. Tout ce que ce cadeau allait porter comme souvenir, même plus que ça, puisqu'il nous a dit, si jamais je partais à nouveau sur la mauvaise voie, il serait là pour me rappeler à l'ordre. Donc, devant l'importance que prenait ce cadeau, nous avons fait un cadeau à chacun des détenus et eux nous ont remis un cadeau également. Oui, alors c'est très intéressant parce qu'on pense un peu à l'objet transitionnel pour les enfants qui ont besoin de quelque chose qui Voilà, rappelle voilà. maman et qui leur permet finalement de supporter la séparation, quelque chose de très archaïque, mais en fait aussi de très important. À vous écouter, on a l'impression que ce cadeau symbolique, tout d'abord c'est un don, c'est quelque chose qu'on donne, Oui, il a un peu aussi cette fonction d'objet transitionnel qui va permettre à chacun, mais peut-être plus particulièrement pour les auteurs, de se rappeler de quelque chose, de se rappeler de la rencontre. voilà. C'était vraiment ça, tout à fait. Alors, vous disiez au départ que vous aviez besoin, vous aviez des attentes vis-à-vis de ces rencontres. Quel bilan vous dressez? Voilà, alors déjà, le but principal, moi, c'était la lutte contre la récidive. Je me disais qu'en faisant un pas vers eux, c'était les soutenir dans leur volonté de réinsertion. Et du coup, d'ailleurs, le cadeau prend tout à fait Voilà, son sens dans cette perspective. tout à fait, toute sa valeur. Mm. Donc, il y avait ce besoin, hein, participer à la lutte contre la récidive, et c'était quasiment mon but principal. Bon, je voulais aussi quand même comprendre comment on pouvait en arriver à un tel acte. Et là, ce que j'ai pu comprendre de ces cas-là, c'est que ça n'arrive pas tout à fait comme ça. C'est pas une impulsion, c'est pas aussi. Il y a un processus qui se met en route et là je me dis que peut-être on pourrait faire en sorte que le processus puisse s'arrêter à un moment donné. Hein. Que ce soit en prévention ou que ce soit pour un récidiviste qui sache, et malheureusement je crois qu'il n'y a que qui sachent comment ils entrent dans ce processus et ce qu'il faut faire pour ne pas qu'il aboutisse. Et c'est un peu le sens que va donner le fameux cadeau. C'est peut-être quelque chose qui va pouvoir empêcher. Donc, nous sommes, et je me suis aussi rendu compte donc, des ravages que ça causait des deux côtés. Là, c'est pas évident de prendre conscience à quel point la famille de l'auteur peut souffrir aussi et peut être désagrégée. Il y avait ce point-là. Et aussi, on dit, en prison, vous savez que le cliché habituel, c'est on parle des prisons 4 étoiles, etc. Ça fait prendre conscience aussi de ce qu'est vraiment la prison.
Hein, le sentiment que l'on a quand on a passé, je ne sais plus, 4-5 contrôles, 4-5 sas, et de se retrouver dans une salle close comme ça, on se rend compte quand même de ce qu'est l'enfermement et prendre conscience vraiment de l'univers de la prison et que la prison, ben, c'est pas rien, c'est pas une prison, c'est pas un hôtel 4 étoiles. Oui, et puis comme Loin vous, de oui, là. oui, et puis comme vous le rappeliez à l'instant, c'est vrai que c'est un milieu dur, donc c'est un milieu qui n'est pas favorable finalement à un travail sur soi, un travail qui serait infiniment nécessaire. Voilà, il y a quand même du travail de fait, hein, ils étaient suivis par des psychiatres, il y a quand même un travail qui se fait. Mais c'est toujours dans un cadre médical. Il n'y a pas de relations humaines simples. Oui, Des relations de la société. On m'a dit, en prison, on n'a pas d'amis. Ils avaient des relations, mais ils n'ont pas d'amis, vraiment, véritables, auxquels ils pourraient, sur lesquels ils pourraient s'épancher, dire vraiment ce qu'ils pensent, etc. Donc ça aussi, ça a été une prise de conscience. Et puis autre chose, un bénéfice dans lequel je ne m'attendais pas du tout, c'est que finalement, je me posais des questions encore sur, vous savez, quand on est dans un dossier, il y a des questions, malgré le procès, malgré tout ce qu'on peut, tout, il y a des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et j'allais chercher ces réponses un peu par comparaison, puisque évidemment c'était des questions assez précises sur le comportement du meurtrier, des choses comme ça. Et là, j'ai posé des questions très précises. D'ailleurs, c'était douloureux pour eux parce qu'on les mettait face à leur acte et on insistait. Mais là, et on les a mis vraiment concrètement face à l'acte qu'ils avaient commis. Et là, quand je leur ai posé les questions, j'ai compris qu'il y a des questions qui étaient même sans réponse pour eux et que c'était plus la peine que je me torture avec ces questions-là et qu'elles resteraient à jamais sans réponse, puisque eux-mêmes n'avaient pas la réponse. Et c'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs. Ils m'ont dit, ça ne sert à rien, nous-mêmes, on ne sait pas. Donc c'était accepter qu'il y avait des choses qui resteraient à jamais sans réponse. On ne peut pas tout expliquer. Voilà. Et ça m'a apporté un certain apaisement finalement, parce que c'est vrai que ces questions revenaient régulièrement et encore maintenant, au gré des affaires, il y a des souvenirs qui reviennent et on a tendance encore à remettre ces questions. Et depuis, bah non. Ça a mis un point final. C'est ça. Paradoxalement, accepter qu'il n'y ait pas de réponse, accepter que cette confrontation au tragique de l'humain aussi, vous a apaisé. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant dans cette expérience unique, c'est que c'est finalement cette simple capacité de la relation. Cette capacité de la relation, de la rencontre humaine. Et si on décrit le crime comme étant, de manière intellectuelle, métaphysique, comme cette absence d'affectation par autrui. On n'est pas, le meurtrier, le criminel n'est pas affecté par la souffrance qu'il va causer. Et c'est par une rencontre humaine toute simple, sans aucun appareillage médical, psychologique, sans aucune mise en scène, eh bien, elle est de nature à réparer quelque chose, elle est de nature à apaiser. Je veux dire, cela relève de la société, c'est une relation sociale. Et c'est bien ça, puisque ces rencontres se feront dans le cadre de ce qu'on appelle la justice restaurative. Et c'est bien là un de ses buts, c'est restaurer un lien social. Et si je peux un petit peu étendre cela, c'est que je trouve que dans toutes les mesures que l'on prend actuellement au niveau loi, au niveau de la lutte contre la récidive, c'est qu'on oublie peut-être un peu trop ce volet social. On aurait peut-être un peu trop tendance à le médicaliser, à remettre ça entre les mains de professionnels, psychiatres, psychologues. Je pense qu'il ne faut pas non plus, ils sont nécessaires bien sûr, mais il ne faut pas non plus oublier le volet social. Et d'ailleurs, les détenus eux-mêmes nous l'ont dit. Hein, déjà, ils craignent leur sortie, ils craignent de sortir. Et ce qui les rassurerait, ce serait d'avoir des lieux où ils pourraient aller s'exprimer en toute liberté, mais sans que ce soit dans un cadre ni judiciaire, ni médical, un cadre sociétal, tout simplement.
Oui, c'est très important ce que vous dites parce que ça montre que aujourd'hui où il y a une certaine effervescence un peu trop autour de crimes horribles, c'est que in fine, c'est la socialité qui guérit. C'est une socialité, c'est une aptitude que chacun détient. Et finalement, le crime nous renvoie après, in fine, nous renvoie à la société que nous sommes, à la société que nous offrons à tous. Bon, ceci dit, on n'a pas eu non plus un dialogue angélique en disant toutes les victimes, tout le monde est comme nous. On a mis l'accent sur les problèmes, sur que ce serait certainement pas facile. Bah, d'où ce lieu où ils pourraient s'épancher justement, retrouver des gens de la société qui les acceptaient. D'ailleurs, ils nous l'ont dit aussi. Ils ont été étonnés d'être accueillis aussi, enfin d'être Mhm. encore accueillis humainement ou avec humanité. Donc ça veut tout dire. Et c'est des lieux comme ça qu'il leur faudrait pour arriver à tenir dans la société, pour arriver à reprendre des repères, sans que, je le redis encore une fois, que ce soit des vœux pieux ou angéliques, hein. Ça peut être aussi un regard, il y a des psys qui utilisent ce terme de contenant, des gens qui regardent ce que vous faites dans la société et qui sont des gens comme vous. Dis-moi, dans un cadre comme ça, je suis simple membre de la société, je n'aurais pas réagi comme vous, qui réagissez un petit peu brutalement. C'est normal, en fait, la réaction des autres ou le comportement des autres, mais vous n'aviez pas à réagir comme ça. Et du fait que c'est quelqu'un de normal de la société, je pense que ça a peut-être plus d'impact que si c'est un professionnel qui lui est Oui, dans un cadre c'est ça. C'est un ça. peu administratif. Ben oui, c'est ça le paradoxe, c'est que cette fonction de reconnaissance humaine, interhumaine, elle ne peut être accordée ou sa qualité dépend du caractère ordinaire des gens Voilà. qui l'apportent. Oui. C'est une compétence qu'on a tous en tant que citoyen, en tant qu'homme, au-delà même de la citoyenneté. Et le paradoxe, c'est que quand un cadre trop judiciarisé, trop médicalisé, trop psychologisé, n'arrive pas à cet effet finalement qu'apporte une socialité, à condition quand même qu'elle soit organisée. Ah, bien sûr. Bien sûr, il ne s'agit pas non plus de faire des rencontres sans préparation, en dehors des professionnels, même s'il y a des rencontres comme ça qui se font à l'extérieur de la prison. C'est ce qu'ils appellent les cercles de... Je ne sais plus le terme utilisé par la justice restaurative. Ce sont des cercles de citoyens ordinaires, mais sous contrôle, bien sûr, soit de l'administration pénitentiaire, avec l'aide de psychologues et de psychiatres. Il ne s'agit pas non plus de travailler en totale improvisation en organisant des rencontres comme ça. Bien sûr. Et elles ne concernent pas tout le monde. Hein, je vous l'ai dit, il faut bien que déjà, c'est une question de volontariat des deux côtés, et puis il faut déjà que chacun ait fait un certain chemin pour en arriver là. Marie-Josée Boulet, vous avez employé le mot de justice réparatrice ou réparative, qui vient d'ailleurs beaucoup d'Amérique du Nord et notamment du Québec. Vous pensez vraiment que c'est de justice qu'il s'agit? De justice, non, c'est pas une branche de la justice. Pour moi, c'est parce qu'on a tendance à dire que la justice réparatrice ou restaurative, hein, enfin Oui, oui, suivant, c'est la traduction du oui. terme anglais, constitue une justice à part entière avec les systèmes de médiation, tout ça. Enfin, moi, je ne la vois pas du tout comme ça. Je la vois, enfin, Oui, je la vois. Je oui, vois que vous la rêvez. c'est un outil supplémentaire que l'on peut apporter à la justice. Et c'est une manière différente de voir les choses, mais qui peut parfaitement se faire à côté des circuits ou des processus traditionnels. Je ne séparerai pas et je ne dis pas la justice restaurative, c'est la panacée. Non, bah, je pense que dans le cas de notre société actuelle, loin de là, mais que c'est un des outils qu'il ne faut pas négliger pour le bien aussi bien des détenus que des victimes. C'est ça. Paul Ricoeur distinguait les deux moments de la justice, le moment séparateur, le moment punitif
de la justice, mais il dit ça c'est le cycle court, puis il y a un cycle long. Le cycle long, c'est celui du retour, c'est celui de l'après la peine. Et l'après la peine, c'est alors la réconciliation, c'est la réintégration, c'est la restauration, tout ce qu'on veut, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Et finalement, c'est cela. L'idée, c'est que la justice passe par un moment punitif, passe par un moment de séparation, de peine, de souffrance imposée par la société, mais qui ne prend véritablement son sens que après, que par Voilà. rapport à un après. C'est ça. La Enfin, la peine. victime attend avant tout que l'acte soit puni, puisque les lois sont Bien là sûr. pour ça. Et il faut une punition, une reconnaissance de l'acte par la justice. Et c'est tout à fait ça. C'est après que ces rencontres peuvent se faire pour, je vous dis, dans un but de réintégration de la société, tout simplement. Alors, il y a, à propos de la justice restaurative, notamment à propos de l'expérience sud-africaine, on a parlé de pardon, on a parlé de la possibilité, parce que ça n'a jamais été imposé, d'introduire le pardon dans la justice. Comment vous C'est situez? vrai qu'on nous a souvent argué ça en disant oui, mais vous êtes chrétienne, vous êtes ceci, vous êtes cela, et vous faites ça dans une démarche de pardon. Alors je dirais que et ça a été les 3 victimes qui ont participé à ces rencontres ont la même réponse. On a dit non, clairement, aucune de nous n'a pensé au pardon et à une démarche de pardon. On ne s'est absolument pas inscrit dans cette démarche-là. D'ailleurs, cette démarche n'aurait eu aucun sens, puisque qu'allions-nous pardonner à des gens qui finalement n'avaient pas eu de lien avec nous? Bien sûr. Le seul lien qu'on a avec eux, c'est ce moment Cette expérience clos, cette terrible. expérience close qui a eu un début, qui a eu une fin, et qui est terminée, et qui s'est passée dans un endroit bien précis. Mais il n'y avait pas de raison, la question du pardon n'avait pas de sens. D'autre part, moi, ce n'est pas moi qui suis la victime directe, c'est ma fille. Et je ne me donne pas le droit, moi, de pardonner au meurtrier de ma fille. Ce n'est pas à moi de lui accorder mon pardon. C'est pas moi sa victime. Directement. Je ne voudrais pas usurper la parole de ma fille. Donc c'est encore une autre démarche et une autre conception du pardon. C'est vrai aussi que ça dépend de la conception chrétienne, ça dépend de la conception bouddhique, il y a différentes. Pour moi, le pardon, c'est vrai, d'une certaine manière, c'est si on se considère soi vis-à-vis de la personne à qui on veut pardonner, c'est pour se détacher d'elle et couper un lien et pouvoir vivre en paix sans qu'elle vienne vous tourmenter, ce qui n'est pas le sens chrétien du pardon dans ce cas-là. Donc, voilà. C'est ça. Donc finalement, le pardon n'avait pas de lieu d'être dans ces rencontres et ne Non. pouvait pas d'ailleurs s'inscrire dans ces rencontres. Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait généraliser cette expérience? Est-ce qu'il faut la consolider, la renouveler, parce qu'elle est assez unique? Et finalement, ça s'est passé une fois à Poissy, et puis après, il n'y en a pas eu d'autres. Voilà. Étant donné la richesse de ces rencontres, les bilans qui ont été faits aussi bien du côté des détenus, on nous a dit que ça avait été très positif pour eux, puisque après chaque rencontre, on avait des réunions de débriefing où chacun exprimait ce que lui avait apporté la réunion et les questions qu'il se posait. Et dans ce cadre-là, donc les détenus sont exprimés aussi. Et aussi bien du côté victime que côté détenu, tout le monde a dit mais il faut continuer. Et d'ailleurs, même les détenus nous disaient mais il y a d'autres détenus qui les interrogeaient, est-ce qu'il y en aura d'autres, et qui étaient déjà volontaires pour y participer. Je pense que c'est un petit peu plus difficile du côté des victimes, et trouver des victimes qui veuillent participer à ces rencontres, c'est pas encore... c'est inattendu dans le contexte actuel. Et je crois qu'elles ont peur, elles ne savent pas trop, et c'est plus difficile, donc il faut encore préparer un petit peu ce terrain-là. Mais c'est vrai que je souhaite ardemment que ces réunions ces rendez-vous puissent se renouveler au bénéfice de tous, puisqu'il ne faut pas négliger cet outil, et je crois, moi, que ça peut aider certains détenus, je dis bien certains, pas tous, à réintégrer la société et à ne pas récidiver. Et c'est un travail auprès des victimes auquel se livre votre association. Voilà. Marie-Josée Boulet, merci. Cette émission a été préparée par Victor Massé de l'Épinay, à la réalisation Laetitia Coya et à la technique Fabien Capel.
Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réécouter cette émission sur le site de France Culture à la page du bien commun. Pendant 4 semaines, ils peuvent l'enregistrer aussi pendant 1 semaine et ils consulteront toutes les références abordées aujourd'hui, notamment les références de l'association dont il a été question. La semaine prochaine, le bien commun s'intéressera à la corruption en Afrique et mon invité sera Renaud Beauchard. Mais tout de suite, place à Question d'éthique, l'émission de Monique Cantos-Perber.